Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 7. 7, c'est ça 1, ça fait 7 je crois, c'est ça en bien. On est vite. 111, épisode 111. Très bien, que des 1, c'est parfait. Je suis Christophe, ce soir je suis en compagnie de mon compère Stéphane. Ouais. Pour une Et fois. on est sans le chef. On est sans chef. Encore une fois. On a plein d'actu encore, de tout. Du hack, de la biologie, de l'intelligence artificielle, on va parler de la mort aussi. Ouais, on parle de la mort. D'impression 3D, puisque tu ne peux pas venir sans parler d'impression 3D. Elle est où la deuxième caméra? Deuxième caméra d'impression 3D, puisqu'on a une grosse bestiole là qu'on a même pas pu poser sur la table, sinon vous ne voyez même pas. Sinon on était caché derrière. Voilà, on va parler d'espace et puis Salut le dragon. de Netflix. Voilà, plein de sujets Ouais, intéressants. on a pas mal de sujets, mais barbu encore. Ouais, très large. On reste en mode. Ouais, on est dans le thème. Ouais, on est dans le thème. Voilà, salut Ghost Dragon, salut Cédric, Christophe, salut Christophe, Stéphane et pas Cédric. Voilà. Et pas Cédric. C'est pas gentil. Ouais, il se repose, le pauvre. Mais il a le droit de temps en temps. Mais non, alors non, il n'y a pas de Tesla ce soir. Non, pas d'Elon Musk, ce soir c'est une soirée Désolé, ça c'est une soirée sans bingo, il n'y a pas deep learning. Pourtant... Y a... Si. Merde. Si, un petit peu quand même. Ouais, il n'y a pas Tesla, ni SpaceX, ni... voilà. Les barbus c'est les meilleurs, tout à fait. Bon, allez, sans plus tarder, on va commencer avec un petit hack. Le premier, le OMG Cable. Ouais, alors ça c'est un petit hack rigolo. Donc c'est un hacker allemand, alors surnommé MG, hein, parce qu'on ne connaît pas sa véritable identité, même s'il a fait une vidéo sur YouTube et qu'on voit sa tête, mais bon, c'est pas grave. Je pense pas qu'il veuille rester vraiment anonyme. Qui a fait un câble USB avec une micro-puce qu'il a conçue à l'intérieur. Tu peux montrer peut-être les... Vas-y, tu peux appuyer dessus, ça marche. Les protos de chip en premier. Donc voilà, donc il a fait une petite puce comme ça. Voilà, ça c'est le proto, et là c'est les vraies puces. Les productions, ouais. Ouais, voilà, en mode terminé. Et donc après, hop, ça vient effectivement se mettre sur une prise USB assez dans le classique, connecteur direct. Voilà, dans le connecteur directement. Donc on soude le connecteur aux bornes, et puis après bon, on fait repartir son petit câble tranquille. Ce qui fait qu'on a un câble tout à fait légit, on va dire, hein, il est nickel. Tu vois rien du tout. Tu vois rien du tout. Et en fait, le gars, il a une petite application, et grâce à cette puce-là, une fois que le câble est branché, alors sur un Mac pour l'instant, via sa petite application iOS, en fait, il se connecte au câble. Alors il faut bien sûr que le Mac soit connecté au Wi-Fi et que... sur le même réseau, du coup il faut que ça soit, pour l'instant, il faut que ça soit sur le même réseau. D'accord. Je pense qu'après il va peut-être implémenter un Bluetooth ou un truc comme ça, hein, je sais pas. Et donc après, depuis son application là, il est capable de prendre la main sur le Mac, démarrer à peu près tout ce qu'il veut, et donc il fait une démo en disant là par exemple je veux exécuter un site de phishing, j'y vais, etc. Et on voit le truc se dérouler sur le Mac. Voilà. Tout ça pour sensibiliser un petit peu en disant attention, ne branchez pas n'importe quoi, parce que demain vous n'êtes pas à l'abri effectivement que nos amis chinois vous vendent un câble pas cher du tout, qui a l'air de très bonne qualité et dans lequel il y a une puce. Donc bon, après si on doit commencer aussi à ouvrir tous ces câbles pour vérifier qu'il y a... Non, mais par contre il y a un truc intéressant, c'est que, alors comme le dit Floz, est-ce que ça émule un clavier? Alors c'est probablement ça. On avait vu d'autres hacks comme ça qui avaient des souris ou des claviers ou des trucs comme ça, et en fait c'est plutôt ça, c'est comment va être reconnu le câble que tu branches. Après, si tu branches juste un câble avec rien au bout et que t'entends tidung, et puis un petit truc qui t'installe des pilotes et tout sur Windows, tu vois, tu peux te poser des questions par exemple. C'est ça. Mais il y a peut-être moyen de bloquer en fait au niveau du contrôleur USB, d'autoriser ou pas certains périphériques. Alors après, je sais pas du coup comment il bypass aussi, parce que normalement il y a certains composants qui sont certifiés par Apple. Si t'as pas le petit composant à l'intérieur de ton câble qui certifie que t'es un accessoiriste reconnu par Apple, normalement ça marche pas. Ou alors ça marche que pour la charge et pas pour les datas. Ah oui, c'est ça. Ça doit être ça, possible. Ouais, donc bon après voilà. Alors c'est un HID, nous dit Toufik. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il émule un périphérique d'entrée utilisateur. Exactement. Voilà, mais c'est rigolo. Ça fait le tour du net en ce moment. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours. Et là, c'est en train de faire le tour du net. Il y a même 01net qui a publié un article aujourd'hui qui, bien entendu, est faux. Non, parce qu'ils disent que ça marche sur tout. Et non, effectivement, pour l'instant, c'est que sur Mac. Je n'ai pas vu fonctionner sous Windows. Oui. Après, il n'y a pas de raison que ça marche pas sur Windows. C'est juste qu'il a peut-être pas développé le pilote ou le contrôle pour aller contrôler du Windows, puisqu'en fait, tu dois envoyer les bonnes touches de raccourci, des choses comme ça pour piloter ce que tu veux. C'est juste ça, en fait. Alors après, c'est peut-être juste au niveau de l'application iOS où c'est pas fait encore. Oui, il y a peut-être aussi ça au niveau client, carrément. Mais oui, les périphériques USB, à partir du moment où l'USB devient un standard, c'est de pire en pire en plus avec l'USB-C en fait, on va avoir de plus en plus de choses qui se connectent dessus. Ouais, alors donc, par contre c'est ce que disait
un commentaire que je lisais dans un article. C'est que l'USB-C, c'est plus compliqué parce que la prise étant beaucoup plus fine, une puce comme ça se voit sur l'USB-C, tu vois, vu la taille du connecteur. Ah, très bien. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Mais oui, périphérique universel sur un port comme ça, évidemment, tu peux mettre de tout et n'importe quoi. Ah, il fait gaffe sur ta TI 82, c'est clair. Allez, on remercie Xort pour son resub qui nous a fait fois 35. Ah putain, mais moi je suis à fois 38 aussi et je l'ai pas fait. Et voilà, super. Mais je peux pas le faire depuis l'appli mobile. Si ? Si ? Ouais, tu peux le faire. Si t'as encore la notif, tu peux le faire. Si j'ai encore la notif d'anniversaire ? Avec les dongles Apple, t'as la place. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Le nombre de périphériques que tu peux brancher dessus. Ouais, mais c'est ça. Allez, on enchaîne. News suivante. On va parler y a Beats qui est en live. Tiens, intéressant ça. On va parler de Remote RAT Control. Et oui, vous avez peut-être dû voir passer cette news-là. C'est une équipe de chercheurs chinois, encore eux, tiens, qui ont publié un nouvel article en fait dans la revue Nature, donc qui parle de tout ce qui est recherche autour de la biologie, avec une nouvelle méthode pour contrôler un animal, mais alors là cette fois par la pensée. Ouais. Alors ils ont développé ce qui s'appelle un brain-to-brain interface, donc une interface de cerveau à cerveau du coup, cerveau. En passant par une machine au milieu quand même. Et l'idée c'est que tu as un humain en fait qui va contrôler par la pensée, sans fil du coup, un rat dans un labyrinthe. C'est pas terrible ça ? Voilà, donc en fait, comment Alors je suis pas très rat moi, donc j'ai vu que t'avais pas mis d'image de rat, donc tout va bien. Non, tout va bien, tu vois, il est simulé ton rat, c'est ces petits trucs rouges qui est ici. Tout va bien. Et donc comment ça marche ce truc-là ? En fait, donc il y a un côté humain, donc il y a l'interface côté humain, donc là ils ont branché un électroencéphalogramme donc sur la tête, donc un truc qui va capturer un petit peu l'activité du cerveau, et qui va détecter des activités notamment au niveau des mouvements des bras. Donc en fait, quand tu vas bouger un bras gauche ou bras droit, ils arrivent à capter ton intention de bouger ce bras, et ça va leur faire un signal d'émission. Donc ça, c'est la commande. Ouais, c'est pas par la pensée, du coup. Ça détecte une activité parce qu'il y a une zone du cerveau qui est excitée. Voilà. Donc après, quand tu creuses un petit peu, c'est toi encore. Mais c'est parce que c'est plus facile en fait pour toi de contrôler un mouvement et de pas avoir à travailler le fait que tu dois commander quelque chose que tu n'as pas forcément. Ils estiment que tu pourrais aller chercher ça si tu avais une phase d'apprentissage en fait. Avec de l'entraînement. Avec de l'entraînement, tu pourrais allumer la bonne zone du cerveau. Voilà, en pensant à un bon truc, en pensant à une image par exemple, tu dis voilà, je pense à une plage, et bien eux ils pourraient enregistrer par l'encéphalogramme le fait que tu penses à ça en disant ça c'est le signal d'émission, et après utiliser ça. Donc là pour l'instant ils l'ont fait simplement avec les bras, donc bras gauche ou bras droit pour tourner à droite ou à gauche le rat, t'imagines, c'est pas mal. Et ils ont fait aussi avec les mouvements des yeux, donc les clignements des yeux je crois, pour faire avancer le rat. Donc quand tu clignotes c'est l'avancement. Voilà. Donc t'imagines, c'est un contrôle, c'est un nouveau pad, un pad pour le rat. Ça c'est côté humain. Et côté rat en fait, c'est des rats cyborgs dans lesquels ils ont implémenté des puces en fait dans son cerveau, donc des microstimulateurs électriques qui vont juste activer certaines zones du cerveau en fonction des mouvements, des commandes qui sont reçues. Et donc là c'est marrant en fait, ils ont branché ça sur les récepteurs des vibrisses, donc tu sais les poils qu'ils ont sur les museaux, parce qu'en fait quand ils touchent quelque chose avec les vibrisses, du coup ils ont tendance à tourner pour éviter en fait l'obstacle. Et du coup, ils stimulent ça. Donc, ils stimulent le fait. Donc, le rat pense qu'il est en train de toucher un obstacle. Et du coup, ça le fait tourner. Ils ont fait un peu comme ça. C'est un truc de malade. Donc, ça, c'est pour tourner à gauche ou à droite. Donc, directement sur le récepteur de ça. Et alors, pour le faire avancer ou pour qu'il réagisse bien en fait à la commande qu'il reçoit, ils ont aussi branché ça sur l'interface, sur le système de récompense en fait du cerveau, qui délivre une récompense quand il est. Pimp my rat. Voilà, c'est ça, Pimp my rat. Et du coup, quand il répond bien en fait à la commande qui est mise, et du coup, il reçoit une récompense virtuellement par son cerveau. C'est un truc de malade. On le blouse jusqu'au bout, le pauvre. C'est ça. Voilà. C'est jusqu'au bout. C'est pauvre bête. Et du coup, entre la commande et le récepteur, du coup, ça se passe par du Bluetooth. Voilà. Ils ne sont pas emmerdés, c'est des trucs faciles. Low Energy ou pas ? Je sais pas, non, ils ont fait savoir si c'est à câble ou pas. Du Bluetooth. Ouais, je pense que oui. Hein. Alors, en ce moment, le Bluetooth, c'est un peu à câble dans tous les sens. Donc ils estiment, ils sont arrivés à un résultat de 98% de commandes en fait qui sont correctement interprétées. Donc c'est plutôt pas mal. C'est énorme. On est vraiment dans la télécommande à distance. Hein. Là, il y a aucun problème. Tiens, il y a un petit récapitulatif du montage complet. Voilà, donc il y a un écran en fait pour que, l'humain voit pas directement le labyrinthe, il voit un écran en fait projeté. Et du coup, lui, il dit au rat à gauche ou à droite en fonction de ça. Pardon. Donc il a un capteur, tu vois, sur le cerveau et il interprète ça. Donc EEG et derrière ils émettent ça. D'ailleurs. Ça, c'est un truc qui me tente très bien dans les versions des trucs à hacker. On en parlait juste avant, tu vois, des trucs qu'on pourrait montrer qui seraient intéressants. Il y a des EEG comme ça maintenant qui sont hyper abordables. Donc, tu peux en acheter un personnel comme ça, USB, tu branches dessus. Ah ouais ? Ouais, et tu peux après tu te fais un électro. Et tu te fais un électroencéphalogramme comme ça, et tu peux développer des trucs dessus. Tu as des API, SDK et tout, hyper bien avec. J'avais déjà vu un truc comme ça.
Tu peux trouver des interfaces comme ça, donc c'est des technos qui deviennent hyper abordables et des développeurs peuvent s'en servir également. Donc voilà. Donc moi ça me rappelle des choses en fait qui existent depuis très longtemps. On faisait déjà des cafards télécommandés, tu sais, on arrivait à les stimuler, etc. Mais il manquait l'interface humaine qui est elle aussi commandée par le cerveau. Voilà. Et la prochaine étape qui serait intéressante, ça serait faire du FPV sur les rats, tu vois, qui branche directement sur le nerf optique pour capturer l'image et hop, tu transmets ça avec des lunettes. Il y a Draxas qui a repéré le Groot sur la. Ah, oui, ça c'est pour le sujet d'après. Donc voilà. C'est plutôt intéressant, moi je trouve ça hallucinant. C'est assez chouette. C'est chinois, on les arrête plus. Ah, on va quand même parler d'un sujet qu'on retrouve tout le temps dans les bits en ce moment, on va parler d'IA. Et cette fois, on va parler d'IA... Et encore d'IBM. Et encore d'IBM, on va parler d'IA V12 de Turbo. J'ai appelé cette news parce que c'est un nouveau record qui a été battu dans l'intelligence artificielle. Ça s'est fait sur ce supercalculateur-là, donc Summit. On en avait parlé il y a quelques épisodes de Bits de ça. C'est donc un supercalculateur qui a été mis en place par IBM pour... Il y a 2-3 processeurs dedans, c'est ça hein. Ah, il y a du monde. Hein. Pour le laboratoire national d'Oak qui travaille autour de tout ce qui est prévision climatique. Donc on sait très bien que tout ce qui est météorologie, ce sont les plus gros consommateurs de calcul, notamment pour développer des modèles prédictifs sur la météo. Hein, voilà. Donc c'est eux qui ont ce plus gros calculateur qui était pendant très longtemps d'ailleurs, je crois, depuis juin 2018, c'était le plus gros au monde. Par contre, placer un tel ordinateur dans une salle serveur dans le Tennessee. Oui, c'est dans le Tennessee. Je suis pas certain que ça soit le meilleur choix niveau climatique. Niveau rendement pour reproduire tout ça, ouais. Putain la vache, parce qu'il fait chaud là-bas. Mais bon. Donc la bestiole, ils ont quand même plus de 10 000 processeurs Nvidia, puisque forcément, comme ils font beaucoup de calculs parallélisés, ils vont plutôt aller chercher des GPU. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça mine du Bitcoin. Bah, en fait, c'est ça. Mais c'est le même principe. Ah bah oui, c'est le même principe. C'est beaucoup de calculs parallèles, donc on utilise des mêmes types d'architecture processeurs, donc des GPU. Donc là, en fait, c'est un travail conjoint avec Nvidia et Google, en plus de ce laboratoire-là, pour travailler en fait sur leur framework de deep learning. Donc c'est TensorFlow, pour ceux qui connaissent, qui est poussé par Google. Donc il a été adapté en fait pour fonctionner sur une ferme de serveurs aussi large que ça. Voilà, donc ils ont travaillé sur ce framework d'apprentissage automatique et ils l'ont amélioré. Et ils sont arrivés à des résultats qui dépassent toutes les espérances de ce qu'ils pouvaient avoir jusqu'à présent en termes de calcul parallèle et du coup de capacité de dire aller chercher encore plus de réseaux de neurones encore plus compliqués, plus de couches et tout ça. Je crois que Toufik aime bien TensorFlow. Il aime bien TensorFlow, ouais. Ouais, non, c'est plutôt intéressant. Je suis en train de regarder moi TensorFlow JS, tu vois, la version JavaScript dans le navigateur, et c'est plutôt bien fait leur histoire. Bref. Donc voilà, et donc ils estiment pouvoir améliorer drastiquement, donc on n'a pas trop de chiffres, mais ils ont explosé les compteurs en termes de ce qu'ils ont pu déjà espérer ou développer dans leur data center chez Google directement. Donc là, ils sont passés un cap qu'ils n'avaient pas passé jusqu'à présent, et ils ont de bons espoirs pour aller jusqu'à améliorer en fait les prédictions qu'ils peuvent avoir sur les tempêtes notamment, ou les inondations, ou tout ce qui va être dégâts matériels. Voilà. Alors moi je voulais rappeler quand même dans l'histoire que l'IA et tout ce qui est réseaux neuronaux, deep learning et tout ça, ça a émergé à partir parce que les algorithmes sont très anciens en fait, et la théorie est très ancienne. Par contre, ça a commencé à porter ses résultats à partir du moment où les puissances de calcul sont arrivées à un certain niveau où on pouvait utiliser en fait tout cet aspect théorique là, tous ces calculs là. Et donc, aller chercher encore des puissances de calcul pour pousser ça encore plus loin, ça va permettre, je pense, de franchir d'autres étapes dans tous ces travaux de recherche-là. Sachant qu'il y a des travaux de recherche dans tous les sens là-dessus. Ouais. C'est un domaine qui est foisonnant en ce moment, donc voilà. Et tout ça, ça nécessite beaucoup de calculs en parallèle. Et pour faire des prévisions climatiques, on met en place des gros serveurs qui vont influer dans le mauvais sens sur le réchauffement climatique. C'est ça, en fait, il faut affecter. Faut qu'ils prennent en compte leur propre impact dans le truc. C'est ça. Récursif, voilà. Ouais, Toufik, TensorFlow JS, ouais, c'est pas mal. On va parler d'un sujet moins joyeux, mais qui est quand même intéressant. On va parler de la mort numérique. Alors pourquoi on va parler de ça ? Parce qu'il y a eu un sujet il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, un petit peu moins, d'une société qui s'appelle Patrick en a parlé dans le rendez-vous tech. Quadriga CX, oui, et de son CEO qui est décédé. Alors cette société, déjà en parlait, elle est basée à Vancouver. Et c'est donc une des plus grandes plateformes canadiennes pour tout ce qui est échange de monnaie virtuelle. Donc les crypto-monnaies notamment, le Bitcoin, etc. Et donc Gérald Cotten, donc le CEO, il est décédé à l'âge de 30 ans, a priori. Hein. Il part en Inde. Il y avait une grosse rumeur, ouais. Tu l'as vu la news ? Il est parti en Inde pour monter un orphelinat, tu sais le truc, voilà. Ouais. Normal, philanthrope. On peut être de la tech et faire des bonnes actions, quoi. Et voilà. Et il serait mort là-bas en construisant l'orphelinat. On n'a pas tout le détail. Ça a même été
beaucoup de gens ont remis en doute ça, le fait qu'il ait disparu bizarrement, voilà. Enfin, bon. Il n'empêche, il est parti avec la clé principale de tout le portefeuille de ces crypto-monnaies de la société. Dans sa tête. Voilà, dans sa tête. Elle était dans sa tête, la clé. Alors, c'est même plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il avait un laptop chiffré, donc dont il était le seul possesseur de la clé pour l'ouvrir, et c'est dans ce laptop-là qu'il aurait toutes les clés pour l'ensemble des wallets des crypto-monnaies qui seraient tenues par la boîte. Super. Et donc il n'a pas du tout prévu de transmettre ça d'une manière ou d'une autre à quelqu'un d'autre dans sa boîte ou à sa femme, ou comme ça, puisque du coup il y a sa femme qui est veuve pour le coup. Et là, non, je peux rien faire, désolé. Voilà. Donc il y a une enquête qui est en cours. La justice a été saisie. Ils ont donné, je crois, 1 mois à la société pour essayer de trouver un moyen pour récupérer ces fonds-là. Donc ce qu'ils vont être capables de retrouver, des mots de passe quelque part. Voilà, pour une valeur totale de 190 millions de dollars. 190 millions de dollars, c'est pas rien quand même. Ouais, alors après en Bitcoin, c'est quand même assez flou. Ça a tendance à baisser quand même. Oui, d'un jour à l'autre, effectivement, la valeur va changer. Bon. Non, mais il y avait plusieurs monnaies virtuelles en fait. Je crois qu'il n'y avait pas que du Bitcoin. Ouais, non, il y a de tout. Hein. Il est avec Tupac MJ, exactement. Et donc moi, ce sujet-là, ça m'a fait penser à un autre truc qui est plus large là-dessus, c'est tout ce qui est la transmission, enfin la mort numérique, puisque c'est le titre de la news, et tout ce qui est la transmission. Voilà. Parce que du coup, ce gars-là n'avait pas du tout prévu de transmettre ces infos-là. Et en fait, il faut savoir que c'est un vrai sujet qui est sur lequel il faut réfléchir, et c'est un sujet qui a été traité en France d'un point de vue législatif, puisqu'il y a une loi qui est passée en 2016 pour inclure en fait le principe de mort numérique dans cette loi qui était plus généralement la loi autour de la société. Comment ça s'appelait, la société? Non. Une loi pour une économie ou une société numérique, je sais plus comment. Donc c'est un ensemble de lois qui était passé autour de tout ça. Et il y avait dedans, du coup, la notion de mort numérique, et notamment la loi pour une république numérique. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça encadre ça. Donc il y a un vrai cadre légal dans la France, et notamment le fait qu'on peut désigner en fait des gens qui vont devoir appliquer l'équivalent d'un testament numérique. Ou des légataires numériques qui vont pouvoir récupérer tes comptes. Je lègue mon compte Facebook à ma tendre épouse. Ah non, pas ça. LCN, c'est ça, merci. Et merci Tufik pour la précision. Et du coup, donc les réseaux sociaux ont été les premiers concernés par ça, et en fait ils ont un peu appliqué ça à leur sauce avant que les lois arrivent, parce que du coup ils ont eu de plus en plus de comptes de morts, et des gens qui notifiaient comme quoi il faudrait faire quelque chose, ils sont toujours ouverts, j'aimerais le fermer ou faire quelque chose, etc. Et donc ils ont appliqué un peu ça à leur sauce. Facebook notamment, tu peux, parce que moi j'ai un copain qui est décédé, et son compte Facebook était opérationnel, etc. Et sa femme a réussi à faire les démarches auprès de Facebook en montrant le certificat de décès, etc., à reprendre la main et du coup à mettre un message, et le compte a été clôturé avec c'était marqué du coup qu'il était décédé, quoi. Ouais. Voilà. En fait c'est ça, c'est-à-dire que le compte existe toujours. Hein. Oui. Mais il est marqué décédé. Alors Facebook a une politique un peu particulière là-dessus, c'est qu'ils estiment que les données appartiennent en fait à la personne, donc la personne qui a créé le compte. Donc en fait, comme elle est plus là pour les réclamer. Voilà, donc tu peux toi juste notifier qu'elle est décédée, mais si en fait la personne décédée n'a pas souhaité léguer officiellement ce compte-là, enfin ces données à une autre personne, en fait, Facebook ne te les donne pas. Donc il te donne pas la possibilité d'accéder à ce compte-là. Donc tu peux pas le supprimer. Tu peux pas, non. Tu peux juste notifier qu'il est décédé et éventuellement afficher un message, une commémoration, et tu peux pas faire ça. Donc il applique un petit peu comme ça. Si par contre tu fais une transmission, tu peux demander à récupérer tout ça ou à appliquer en fait les dernières comment on dit, les dernières volontés, merci, du défunt. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect Facebook. Et en fait il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que j'ai noté quand même quelques indicateurs. Il y a un décès en France toutes les 5 minutes d'une personne qui a un compte Facebook. Donc c'est un vrai sujet de société à traiter ça. Donc mais c'est clair. Donc partant du CEO là, du CEO qui est décédé, qui a pas transmis ses sudo RM ou RF. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, c'est une question qu'il faut se poser personnellement, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai des mots de passe sur plein de trucs, tu vois, mais même des trucs qui nous servent à la maison, tu vois, t'as un compte machin bidule, un compte Netflix, tu vois, un truc tout con. Mais demain, je cartonne, je suis plus là, voilà, il y a personne à la maison qui peut récupérer ça. Faut que je lègue moi l'espace, quoi, ou mon one password. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, oui, le minimum c'est ça, c'est-à-dire que tu dis, je mets tout à un endroit et je lègue ça, et en fait, il y a des sociétés qui se sont créées autour de ça, de cette transmission numérique. C'est pas vrai, y aurait-il un marché à prendre? Exactement, il y a un marché à prendre là-dessus.
Et j'en ai retenu une, ça s'appelle une startup Advitam, évidemment, qui porte bien son nom, qui fait ça en fait, c'est son business, qui vous aide à gérer votre monde numérique. Alors eux, ils ont un business particulier, c'est-à-dire que ils viennent notamment voir les veuves, les veufs, et ils vont du coup faire la démarche pour contacter tous les réseaux, tous les réseaux sociaux, tous les comptes sur lesquels cette personne-là avait un profil ou des données pour faire le nécessaire. Mais les mecs comme nous, mais là, ils vont péter les câbles pour tous les retrouver. Donc voilà. Et il y a d'autres boîtes. Il y a une boîte à Bordeaux, j'ai pas retrouvé le nom, mais il y a quelques années, ils avaient Testamento, c'est ça, c'est celle que je cherchais. Merci Guillaume Tech, qui fait ça, qui permet de te construire un testament numérique assez facilement en fait en ligne, et du coup tu peux transmettre ça, y compris des mots de passe ou des accès à tes différents comptes et tout ça. Oui, j'avais vu ça, oui. Et c'est un vrai sujet, moi, auquel je commence à réfléchir, et notamment on vieillit, c'est ça, la barbe blanchie et tout ça. Non, mais il peut t'arriver une connerie, le mec a 30 ans, quoi, il est mort sur un chantier en faisant n'importe quoi. Il est mort, on sait pas. Il est mort avec 190 millions dans le cercueil. En tout cas, moi, si je reviens en bon homme de la sécurité que je suis, oui. Je me dis, la première partie de la news, j'en déduis un truc. Le chiffrement, ça marche. Oui. Il avait un portable. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Tu sais, c'est comme tout, hein. C'est juste une question de temps pour arriver à craquer un truc. Il appelle son pote de la NSA. Voilà, c'est ça. Donc, le laptop chiffré, on sait pas avec quoi il a été chiffré, quoi. Donc voilà, pensez-y, mais j'ai élargi un petit peu ce sujet-là. Ouais, mais c'est vrai que c'est un sujet de société au final maintenant. Bah non, mais t'imagines le nombre de comptes partout. Autant que, alors pas que le legs des biens matériels, mais oui. Mais une partie quand même. Moi demain, je suis plus là, ma fille peut plus regarder Netflix. Elle t'en veut pour toute ta vie. Non, toute ta vie, c'est trop tard. Je suis mort. Elle vient t'achever dedans. Voilà. Les dessins animés. Eh oui, non, mais c'est clair. Et je veux dire un autre truc, c'était je sais plus, tant pis. Voilà. Bon, ça te reviendra. Ouais, non, c'est pas grave. Allez, on enchaîne sur... Encore un hack. Encore un hack. C'est la soirée cybersécurité ce soir. Alors, on va parler de trottinette Xiaomi, encore de chinois pour le coup. Et ouais. Puisqu'on a eu une petite news sur une société de sécurité qui s'appelle Zimperium, qui a lâché le fait que les trottinettes, les M365 de Xiaomi, étaient plutôt facilement hackables par le Bluetooth, puisqu'elles elles disposent en fait d'une interface Bluetooth pour pouvoir notamment avoir un écran de contrôle, pour pouvoir programmer, mettre à jour le firmware, pour pouvoir aussi piloter les vitesses maximum et le cruise control. Et du coup, évidemment, à partir du moment où tu as du sans fil, il y a des failles derrière, et ils se sont rendus compte qu'on pouvait, sans être propriétaire de la trottinette, interagir à distance avec à peu près n'importe quelle trottinette qui est à proximité. Et du coup, prendre la main sur le système à l'intérieur. Alors, je vous montre une petite vidéo qui explique un petit peu, qui démontre en fait la preuve de contrôle. Mais oui. Proof of concept. Regarde, donc là, t'as le hacker qui est sur un banc avec son téléphone, tu vois. Et t'as un mec qui avait un trottinette sur le feu, il essaie de traverser. Mais en fait, le hacker avait pris le contrôle de la trottinette qui passait juste avant et il avait activé le système de anti-vol. Donc, il bloque les roues en fait, qui active le freinage magnétique. Le pauvre gars. Donc le mec il peut plus avancer, mais le pire c'est qu'il arrête pile au milieu quand il est en train de traverser, donc il est au milieu de la voie. Donc imagine un petit peu le danger du truc, voilà. Donc, merde, ça fait très le jeu sur Xbox où tu hacks plein de trucs comme ça. Mince, j'ai oublié, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement, ouais, en pleine ville où tu circules les feux et tout ça, carrément. Après c'est du quoi? Il y a le 2 qui va sortir aussi. Oui, il est sorti je crois. Il est sorti, peut-être, ouais. Mais c'est du BLE? Watchdog, ouais, Watchcat. Watchdog. C'est du Bluetooth, low energy, je sais pas. Parce que le problème, en fait, c'est qu'il y a une grosse faille Bluetooth low energy. Oui, plus généralement. Hardware. Ouais. Et en fait, tous les Bluetooth low energy qui sont sortis jusqu'à ce mois-ci, ou le mois dernier, sont tous hackables. Propre. Parce que la faille c'est BL Jack, je crois, ou Jack LE. Je crois que c'est basé là-dessus. Et je crois que, à mon avis, c'est basé là-dessus. Et en fait, et il n'y a pas de solution firmware pour combler la faille. Donc là, ils ont travaillé sur une nouvelle puce qui, elle, il y aura sûrement des hacks, mais qui comble cette faille-là parce que c'est hardware et ils peuvent rien faire. Tu crois qu'ils vont faire du rappel constructeur pour ça? Pas de rappel. Non. Il devrait. Hein. Là, c'est des milliards d'objets connectés qui sont. Non, mais c'est clair. Qui sont hackables du coup. Et voilà. Le hardware qu'on peut pas mettre à jour, hein, c'est perdu.
Donc oui, au niveau des failles, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là on l'a vu sur la petite vidéo, on peut faire activer le système anti-vol, on peut changer le réglage de la vitesse, notamment provoquer une accélération à fond. Donc là, tu vois, tu bloques, tu t'arrêtes, ou tu fais accélération à fond. Enfin, tu traverses quand il faut pas. Bah, tu fais les deux à la suite, comme ça le mec il tombe. Exactement. Ou alors, pire, tu peux envoyer une firmware, une mise à jour de firmware avec du code que tu aurais hacké toi-même. Donc programmer une mise à jour plus tard, ou programmer un arrêt, une accélération quand tu veux, ou faire n'importe quoi la trottinette. Voilà. Dans le détail, en fait, quand vous lancez l'application, il y a un mot de passe. Donc tu te dis, ça a l'air à peu près sécurisé, mais en fait, le mot de passe, il est que côté application, côté client. Au niveau protocole et au niveau de la trottinette, il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucun mot de passe, il n'y a rien de chiffré. Propre, c'est bien fait. Voilà. Alors après, il faut savoir que les trottinettes également, donc je l'ai vu passer dans le chatroom aussi, les trottinettes aussi de Bird, donc qui sont basées sur les M365, eux, ils ont changé un petit peu la plateforme hardware, puisqu'ils ont inclus leur propre système pour activer le blocage, déblocages en fonction de ta programmation. Mais c'est Ninebot qui les fait, les trottinettes? Pas toutes. Pas toutes? Pas toutes. Il y a Bird, ils ont des M365 aussi, et en fait, ils ont changé un petit peu l'hardware, mais c'est quand même hackable. Et alors là, pour le coup, bon, tu peux pas le faire à distance comme ça, facilement, mais avec un tournevis et 30 € de matos, tu peux en fait récupérer une des trottinettes-là et la reprogrammer pour toi, sans aucune difficulté. À peu près de la même manière. Propre, donc c'est pas non plus... voilà, donc les trottinettes qu'on voit partout, c'est pas le top du top. Moi, ça me fait bien chier, parce que franchement, le Bluetooth sur la mienne, je m'en sers pas du tout. Je m'en suis servi au début pour programmer un ou deux trucs, notamment le cruise control et tout ça. Mais ouais, parce que de toute façon... j'ai pas le choix de la désactiver, en fait. Ouais, tu peux pas... Ouais. Donc le minimum, c'est... Bah si, sinon faut démonter ta potence et enlever la puce Bluetooth. Ouais, je sais même pas si tu peux, en fait. Non, je ne pense pas, non, c'est moulé le truc et tout, donc il faudrait au moins un truc pour désactiver, tu vois, le sans fil, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Mais voilà, du coup, je suis... Méfie-toi. Peur de la prendre maintenant. Méfie-toi quand tu vas passer près du pont Chabon. Putain, c'est clair. C'est là où tu bosses, toi, c'est ça. Tu perces la puce, ouais. Faut bien viser quand même. Ouais, faut, ouais. Xiaomi, donc, la preuve a été montrée comme ça par vidéo. On n'a pas encore le détail de l'exploit complet, mais Xiaomi travaille sur une mise à jour. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Je sais pas. Mais bon. Wait and see. Wait and see. Du coup, il va falloir que je réinstalle l'appli de merde à Xiaomi, qui est toute pourrie, pour faire la mise à jour du firmware du truc. Ah, mais en plus, c'est avec la Xiaomi avec laquelle tu pilotes tous les trucs Xiaomi du monde. C'est Mi Home, c'est l'appli Mi Home. Ouais, c'est vrai, c'est avec l'appli Mi Home. Ouais. Bah, tu peux prendre l'appli Ninebot aussi. Les deux sont compatibles, parce qu'en fait, c'est Ninebot qui fait le hardware. Tu peux prendre les deux. Allez, on va parler de Google maintenant. On va parler... Histoire de continuer dans le bingo. Dans le bingo, on est pas mal, ouais. Alors, by Google, du sol au plafond. Alors, pourquoi? Parce que, il y a eu une petite annonce de Google à Bangalore sur un projet qui s'appelle G-Chips, qui est une entité de Google qui serait... C'est vrai, ça se mange pas. Qui serait dédié à la construction de puces. Et oui. Donc le Bangalore, pour rappeler, c'est une province en Inde, enfin une région en Inde, et qui serait en fait la Silicon Valley de l'Inde. Voilà. Donc il y a beaucoup de boîtes tech là-bas, et c'est l'Inde, donc forcément moins cher. Et du coup, ils seraient en train de monter, Google là-bas, une structure qui serait dédiée au développement de puces hardware. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois que Google s'attaque au hardware, mais ils y vont de plus en plus profondément. On sait que depuis quelques années maintenant, ils font leur propre matos, donc ils font... des téléphones, évidemment, ils font les Pixels, ils font les Pixelbook, ils font les Chromebook, ils font de plus en plus de matos, les Google Home et tout ça. Mais ils n'étaient pas encore jusqu'à aller jusqu'aux puces. C'est pas eux qui faisaient leur propre puce. Ils étaient encore intégrateurs où ils faisaient appel à des sous-traitants. Même juste avant, tu vois, ils faisaient même construire à des sous-traitants, des constructeurs tiers en fait. On te reprend dans la chatroom, c'est une ville, Bangalore. C'est une ville, pas une région. Pardon. Donc c'est le Palo Alto de l'Inde. C'est ça. Et du coup, ils vont passer à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils vont designer leur propre puce. Et alors évidemment, c'est pas les premiers à le faire. Apple ont été les premiers à faire toute l'intégration en fait, du logiciel jusqu'au hardware en passant par les puces, donc les SoC, les System on Chip, les AX, on les connaît. Samsung aussi fait ses Exynos, et Huawei fait ses Kirin également. Ben voilà, Google va arriver avec ses propres puces. Alors on est... Comment? Photo mise dans la régie. Ah merci. Et du coup, en ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements là-dessus, donc on voit qu'il y a une concentration pour que ces constructeurs-là, qui faisaient à l'origine plutôt du software, vont de plus en plus vers le hardware, et vont prendre la main sur l'ensemble de la plateforme, en fait. Et en même temps, il y a un combat, on l'avait dit aussi dans un bits précédent, autour de quelle plateforme logicielle, en fait, quelle architecture, en fait, se base là-dessus. Donc pour l'instant, tout est sous licence quasiment ARM, et pour beaucoup Qualcomm, certains sont encore utilisés au niveau des SoC, mais il y avait aussi RISC et MIPS qui avaient d'autres architectures alternatives. Donc on voit qu'il y a un mouvement là-dessus qui se fait en ce moment, et c'est un petit peu
le meilleur moyen pour tous d'avoir la main mise sur l'ensemble de la chaîne en fait, et de proposer un hardware. Alors Google en fait ils essaient à la fois, ils font beaucoup de mouvements là-dessus, c'est-à-dire que les pixels ils vont pousser ça encore plus loin. Au niveau serveur également, ils avaient développé leur propre chip. On avait les TPU, vous savez les Tensor, on parlait de TensorFlow tout à l'heure, les Tensor Processor Unit qui sont des processeurs, donc des ASIC, qui sont dédiés à faire des calculs pour leur framework d'intelligence artificielle, de deep learning, d'apprentissage automatique. Et ils ont racheté, il n'y a pas longtemps, la division de montres connectées de Fossil. Et donc petit à petit, tu vois, ils avancent tous leurs pions pour arriver vers du design du logiciel jusqu'au hardware au plus. Les seules montres Android qui sont à peu près correctes. Ouais, il y aurait une rumeur d'ailleurs pour une sortie d'une Pixel Watch cette année. J'attends ça avec impatience. Ouais, j'y crois pas. Voilà. Donc il y a 20 offres d'emploi, je crois, ouais, qui seraient ouvertes sur LinkedIn autour du développement. C'est clair en plus dans la description autour des développements des SoC ou des ASIC, donc ils sont vraiment des processeurs dédiés pour tout ça. Voilà. Amazon fait un peu la même, de toute façon. Amazon fait aussi un peu la même, ouais, c'est ça. Et donc ils ont déjà récupéré des ingénieurs de chez Intel, Qualcomm, Broadcom et Nvidia aussi. Donc autant te dire que ils sont en train d'aller chercher. Ils ont pas débauché les moins bons, je pense. Voilà. À Ghost Dragon, t'as bossé 5 semaines à Bangalore, d'accord. Très bien, mais tu vois, si tu veux y retourner, tu peux aller bosser pour Google, sans problème. Et merci Flo, et salut pour ton Twitch Prime. Ah oui, merci. 8 mois. Hop, allez, on enchaîne pour un... Ah ouais. On va parler de Raspberry Pi, puisque maintenant... Ça pourrait presque être une news what the fuck. Bah non, mais tout le monde s'y met, tu vois, tout le monde fait son store maintenant, tout le monde revient à la boutique physique. Et donc oui, Raspberry Pi a annoncé l'ouverture d'un store, donc d'un magasin à Cambridge, en Angleterre, évidemment. Logique. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va être ce store? Ils vont mettre des Raspberry Pi, forcément. Ça a ouvert le 6 février, voilà là-bas, donc il y a un petit magasin comme ça. Et l'idée, c'est à la fois évidemment de vendre des Raspberry Pi, mais pas que ça, c'est aussi de mettre en avant tout l'aspect communautaire et l'aspect un petit peu hacker, do it yourself autour de cette plateforme-là, puisque c'est quand même beaucoup développé autour de la communauté. Ils l'ont fait dans un grand centre commercial, là-bas, donc histoire qu'il y ait un peu de monde qui passe quand même. Ils vont vendre également, mince, je mets pas dans le bon sens si on le voit, il y a des goodies, tu vois, ils vont vendre des goodies autour de Raspberry Pi. Et puis après, il y a toutes les cartes additionnelles qu'on peut trouver. Voilà. Et il y a toutes les cartes additionnelles au-dessus qu'on voit ici, donc il y a des petites étagères. Pas mal de matos Adafruit également. Ouais. Donc tout ce qu'on peut trouver autour de la plateforme Raspberry Pi. Ouais, ce qui est sympa, c'est effectivement ce que tu mettais, les meet-up autour de la communauté, où on va pouvoir se retrouver dans le magasin, faire des projets communs. C'est un genre de Fab Lab dédié Raspberry Pi, quoi. C'est exactement ça. C'est une excellente idée parce que... Ouais. Et après, je crois qu'ils ont même prévu de faire des ateliers éducatifs pour initier les plus jeunes à ça, et puis à la culture do it yourself. Donc, bon, c'est plutôt une bonne initiative, je trouve. Ah, ça serait génial, tu vois. Alors, les Fab Labs, tu les as, mais il n'y a pas beaucoup de... Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup sur Bordeaux de meet-up où tu viens, en fait, échanger sur le Raspberry Pi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Après, il y a École Bordeaux Numérique qui fait souvent des meet-up, alors plus sous forme de conf. Ah ouais. Je sais pas si ils nous regardent. Bon, on leur fera signe. Mais ouais. Mais il y a tellement de trucs que tu peux faire avec ce petit ordinateur, il y a tellement de possibilités de... On en parle tout le temps. Tu as toujours des distribs avec des solutions que tu peux mettre dessus. Il y a des cartes qui sortent tous les jours. Plus les cartes d'extension de folie dessus. Là, j'en ai vu une qui permet d'avoir la TNT. Donc, ton décodeur. Mais ouais, mais du coup, ça te fait un décodeur TNT sur le réseau. IP, ouais. Avec IP, tu peux diffuser. Et après, tu peux aller récupérer ça sur n'importe quel, sur ton Plex, machin, etc. Enfin, voilà, t'as des DAC, tu le transformes en carte son haute fidélité. Exactement. Il y a des trucs de malade. Sans compter la Recalbox. Sans compter Recalbox, évidemment. Tu peux faire du multi-room aussi. Tu peux faire de l'audio multi-room, faire plein de trucs de top dessus. Donc c'est une excellente idée. J'espère que ça va se répandre et qu'ils vont développer vraiment ce concept-là de mini Fab Lab autour du Raspberry Pi avec un aspect vraiment communautaire, des meet-up, etc. Parce que c'est vraiment ça. En fait, ça a explosé grâce à ça, en fait, le Raspberry Pi. C'était le petit ordinateur pas cher à tout faire. Et tout le monde, en fait, a développé dessus. Il y a énormément de distributions qui fonctionnent dessus. T'en as quand même d'autres qui ont essayé. Ouais. Au Droid, ça prend pas autant. Hein. Non, c'est plus cher. Le Pine 64 qui a fait un gros buzz sur Kickstarter. J'en ai 2 à la maison, dont une régie qui tombe dessus. Mais au final, ça a pas pris énormément la commu. Ouais. Et là, tu peux faire une régie Twitch. Ouais. Bah oui.
Moi, c'est un truc qui m'intéressait, tu vois, aller voir. Exactement. Attends, c'est Hydreliox qui disait que le télécodeur TNT n'était pas multiflux. Non, pour l'instant, il est monoflux, ouais, je te confirme. Donc, effectivement, tu peux le récupérer sur un device. Mais bon. Dommage. Je pense que le Pro, c'est peut-être un peu juste aussi en termes d'encodage, etc. Ah ouais, c'est pas le... ouais, ça c'est sûr. Tu vois, même si tu as un B+. Il n'y a pas le hardware pour ça. Allez, on va parler encore de Google, mais pas tout à fait. On va parler de sa filiale, Nest. Qui fait des surprises aux gens. Qui fait des surprises aux gens. Tu vois, grâce à une mise à jour, logicielle, tu récupères du hardware en plus dans ton device. C'est génial. Génial. Alors, le Nest Secure, c'est le système de sécurité, donc alarme, ouverture de porte, etc. Ouais. Et il y a eu, dans la dernière release note, il y a eu une annonce comme quoi, suite à la mise à jour logicielle, vous allez pouvoir récupérer la fonction de Google Assistant dans votre petit appareil Nest Secure. Donc le boîtier principal là qui est à gauche, qui sert de keypad, qui sert aussi de centrale en fait de sécurité, d'alarme, merci. Et bien ce truc-là, magiquement, comme ça, suite à une mise à jour, il va récupérer la fonction donc les gens Google se sont Assistant. Dit, mais comment c'est possible ? Il n'y a pas de micro. Mais voilà. Mais comment il va m'entendre ? Et en fait, magie du direct, il y avait un micro, mais il était caché dedans, tellement bien caché qu'il n'était même pas dans les specs techniques d'origine de l'appareil. Propre. C'est propre, ça. Sachant qu'en plus, ça ne doit même pas être un mono-micro, ça doit être un micro-arrêt. Alors, non, a priori... Alors, c'est un micro. Ils n'ont pas détaillé, du coup, ils n'ont pas rafraîchi les fiches techniques. Par contre, ils ont confirmé que, pardon aux familles, tout ça, on avait bien oublié de vous le dire, mais il y avait un micro dedans. On va maintenant l'activer. Ils n'ont pas donné le détail du micro. Mais oui, si effectivement c'est pas un micro array, donc un truc assez quand même riche, conséquent, ça risque d'être un peu pauvre au niveau de la captation de la voix. Mais bon, ça reste quand même un appareil Google Home faible coût, et que tu as déjà chez toi potentiellement. Ok, moteur de recherche. D'accord, moteur de recherche, exactement. Donc là, au niveau de la com, c'est pas terrible. Et puis, c'est le minimum. Et puis surtout... Le commentaire de Ghost Dragon. Un micro array, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah là, c'est Google qui l'a mise. Ouais, c'est ça. Ils l'ont bien mise dedans, exactement. Et alors, le pire, c'est quand même de faire ça sur un système de sécurité. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que tu aies un minimum de confiance dans ton système d'alarme et de sécurité. Et là, ils ont un peu trahi ta confiance en disant... La remarque de Toufi qui est énorme. Ouais. Il est où le bouton pour couper le micro ? Alors... Il est dans l'arrêt. Faut aller le chercher bien au fond. Non, après, comme tu as des boutons, c'est un keypad. Dessus, j'ai pas regardé les détails, il y aura peut-être des raccourcis ou des combinaisons de touches pour les désactiver. Voilà. J'espère, parce que sinon, ils vont se faire tomber dessus, mais méchamment. Oui. Ils vont pas sortir la mise à jour comme ils l'attendaient. Voilà. Donc, beaucoup de com là-dessus de la part de Nest. Ils ont tout compris. Je pense que c'était le bon moment pour annoncer ça, tu vois. Et en plus, quand est-ce qu'ils annoncent que c'est aussi dans les thermostats ? Il y a des chances. Hein. Et surtout, ils ont bien essayé... Enfin, c'est l'aspect sournois, quoi. Ils ont vraiment passé dans le changelog, release note, hop, boum, voilà, mise à jour Google Assistant. N'importe quoi. D'avoir mise à jour pour ajouter un bouton pour couper le micro, c'est ça. En plus, je suis sûr, ils ont fait passer ça en disant ça va faire plaisir aux gens, quoi. Oui, c'est ça. Ah, regardez et tout, sans truc de plus. Sans rien faire, regardez. Hein, quoi ? Pardon ? Plaît-il ? Bref. Bon, allez, on va partir dans l'espace un peu. On part sur... Ou pas. Bah, là, c'est plutôt ou pas, là. Là, ou pas, puisque on va vous parler de Mars One, ou plutôt de Mars Zero, puisque ils ont fait faillite. Alors, Mars One, pour vous rappeler, c'est cette... Il était très jeu de mots ce soir sur les... Ouais, j'étais motivé. C'est cette mission très médiatique qui avait été lancée. Donc, c'est à la fois... Alors, c'est compliqué. Mars One, c'est à la fois une société, donc Mars One Ventures... Et il y a une fondation également, Mars One Foundation, dont l'objectif était d'envoyer des gens sur Mars, évidemment, dès 2020. Ouais. Et ouais. Sachant qu'on est en 2019. Voilà. C'est un peu juste niveau timing. Alors c'était Mars One Ventures qui voulait envoyer des gens sur Mars et ils avaient fait toute une campagne de recrutement, je sais pas si tu te rappelles, avec fallait postuler en ligne, avec une vidéo, dire pourquoi fallait te choisir toi, quel a été ton différenciant, puis ils recrutaient potentiellement tout et n'importe qui, sachant qu'ils avaient souhaité financer ça par l'intermédiaire d'une télé-réalité en fait. Ils allaient faire Love Story sur Mars en gros quelque part. Ou Secret Story sur Mars. Et il dit mais voilà avec les diffusions en live des flux télé Love Story. Voilà, oui c'est ça la référence. Exactement. Et mais du coup ils ont fait faillite et voilà. Donc la boîte a coulé. C'est des Hollandais je crois non ? C'est des Néerlandais, c'est ça, la boîte est néerlandaise,
mais il y avait un financement en Suisse, c'était un peu compliqué le remontage. Et il y a 2 trucs, tu vois, il y a la partie... Vous avez fait un Kickstarter, non? Il y a la partie fondation qui reste encore en vie, mais du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire, sachant que eux, ils sont plus là pour promouvoir les expéditions sur Mars au sens très large. Et Mars One Venture, c'était plus l'aspect très commercial, avec la diffusion de vidéos en ligne, le fait de choisir et sélectionner des personnes et tout ça. Et bien voilà, la boîte a coulé, c'est génial. Formidable. Mais voilà, ils travaillent une solution actuellement quand même de financement avec d'autres investisseurs, donc ils essaient de rebondir là-dessus. Mais on n'a pas vraiment le détail. Voilà. Sachant que la fondation, pour elle, pour le coup, continue, elle, de vivre, mais il va plus travailler à promouvoir les expéditions sur Mars, mais sans vraiment créer une expédition. Tu tiens, j'ai une petite incruse qui était leur projet, vous voyez, donc ils souhaitaient envoyer des petits pods comme ça, avec créer une base vie sur Mars. C'est ça. Et il y en a un où il y avait la piscine, tu vois, au milieu. Ouais, c'est exactement ça. Faillite avant même d'avoir lancé la moindre fusée, donc et oui, c'était mal barré, mais ça c'était clair quand tu voyais ce projet-là, c'était ultra ambitieux. Ils n'avaient pas commandé des fusées à SpaceX, hein, parce que... Non, je pense pas. Par contre, ils avaient fait quand même beaucoup parler d'eux. Et il y avait, je crois que c'était celui-là où Florence Porcel notamment avait postulé pour. Ça, ah oui. Ouais. Elle avait écrit. Son bouquin était basé sur son expérience de. Elle a fait un bouquin avec une BD. Elle a oui. fait une BD où elle rencontre en fait ce que pourrait être une expédition comme ça sur Mars. Et elle s'est pas fait toper par la brigade du LOL là-dessus ou... Non, je sais pas, peut-être. Remarque. Ouais. C'est la pauvre, elle avait morflé une époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Sur YouTube, ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, Mars 0, coulé. On n'a plus qu'à compter sur Elon maintenant pour y aller. Hein. C'est ça. Compte sur toi. Allez, Elon. Impression 3D, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Une nouvelle méthode d'impression 3D qui est apparue cette semaine. Carrément. Alors, c'est des chercheurs de différentes horizons. Alors, on sait pas trop. Avec un Z. Ouais, avec un Z. On sait pas trop, en fait. Du coup, il y a une université américaine, plus... Bon, alors bref, du coup, je vous ai pas mis... je vous dis pas. En gros, ils ont inventé une nouvelle méthode basée sur la lumière. Alors, il y a déjà des méthodes basées sur la lumière, hein, notamment ce qu'on appelle le SLA. Donc là, c'est un laser qui vient durcir de la résine photosensible couche par couche. Vous avez une méthode un petit peu moins coûteuse, qui est la méthode DLP, où là, c'est un écran LCD qui vient diffuser... Voilà, qui vient... en fait, il se met en... Il met en blanc la zone pour faire la couche. Pour faire la couche. Il reste, et effectivement, de temps en temps, il peut flasher pour... voilà. Et là, ils ont inventé une nouvelle méthode où c'est carrément un projecteur qui vient diffuser l'image de l'objet. Alors, je peux montrer l'incruste. Donc, en fait, ils prennent l'objet de base, ils font le tour pour l'avoir sous différents angles. Et après, il y a un projecteur qui vient directement projeter l'image dans la petite bouteille qui contient de la résine là, et on arrive du coup à reproduire la figurine. Donc la résine, ça ressemble à ça, hein, voilà. Donc c'est une résine assez liquide, mais un petit peu visqueuse, plus que la résine actuelle. Le truc, il ressemble à ça. Voilà. C'est pas énorme, hein, c'est pas gros. Hein. Alors après, là, le tube, ça te fait la petite statuette qu'ils ont imprimée là, elle fait 3 cm de haut. Hein, voilà. Tu peux pas faire des gros volumes encore. Ouais, non, tu peux pas faire des gros volumes. Mais la méthode est quand même super intéressante. Hein, donc, alors le GIF a pas tout pris, mais voilà en gros comment ça se passe. Donc là, on voit bien l'image en bleu qui est en train d'apparaître. Donc c'est le projecteur qui diffuse. C'est incroyable. Et après, tu vides la résine et hop, tu récupères ta pièce. Et après, tu vides la résine et tu récupères ta pièce. Et alors, là où c'est comme... Donc, c'est le Guardian qui avait fait un article sur le sujet. Mais tu peux enlever l'incruste si tu veux. C'est le Guardian qui a fait l'article sur le sujet. Et du coup, on imprime donc la petite statuette que vous avez vue là, qui est à peu près grande comme ça. Hein, mais on l'imprime en 2 minutes. Oui, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que ça va hyper vite. Et alors, clairement... avec une imprimante classique, hein, donc avec une Formlabs ou avec une imprimante DLP, tu mettrais entre 45 minutes et 1 heure. Donc le gain, il est juste énorme, quoi. Et au niveau de la finesse d'impression, ils arrivent à faire... Pour l'instant, ils en parlent pas trop, parce que en plus, tu as du mal à parler finesse d'impression, parce que là, tu travailles pas par couche. Oui. Tu vois, tu travailles tout l'objet en un bloc. C'est vrai. Du coup, je suis curieux de voir effectivement s'il y a un léger effet de... Ils envoient un rayon comme ça ou... Et en fait, ils envoient un rayon et après, la pièce tourne et eux, en fonction de la rotation de la pièce, ils envoient la bonne image et le bon angle. C'est comme quand tu fais, tu travailles un tour. C'est un peu comme une fraiseuse. Mais, du coup, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire
sur un même axe en fait de lumière des trucs plus profonds que d'autres. C'est ça. Comme ça. C'est incroyable. C'est hyper balèze, donc ils doivent jouer sur la longueur. Ils tirent les photons un par un. Ils doivent jouer sur la longueur d'onde et peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Guardian, oui c'est vrai. Ma prof d'anglais, elle t'aurait repris, tu vois. C'est vrai. On dit Guardian, on dit pas Guardian, c'est vrai. C'est vrai, merci Guillaume Tech. Non, c'est vrai, ma prof d'anglais me prenait tout le temps au lycée. Mais on dit bien Valguard, on dit pas Valgarde. Ah, c'est une bonne question, faut lui poser ça. Non, mais lui, il est pas anglais, ça veut rien dire son pseudo en plus. Donc voilà, je trouvais la méthode assez sympa et du coup, voilà, on est partagé avec vous ce soir. Non, c'est hyper prometteur et je suis surpris qu'ils arrivent encore à sortir de nouvelles techniques. Mais c'est ça. Alors, après, maintenant, il y a une technique aussi, c'est une espèce de gelée. Et en fait, il y a une espèce de tige qui vient dedans et par effet électrique aussi vient durcir le truc et te fait des trucs en 3D juste en plongeant comme ça. Ah, avec l'arc électrique, ça fait durcir le truc. Et ça, c'est pareil. En 2 minutes, t'imprimes un truc énorme, quoi. Mais bon, alors après, c'est pas un truc super précis, mais ils disent par exemple pour imprimer des structures de support pour des trucs et tout, ça va super vite, quoi. Voilà. Ils en inventent encore. Hein. On n'a pas fini. Alors on nous dit qu'on dit Walgardereux. Merci Nelliger pour cette précision. Ah, on va parler d'apprentissage un petit peu, mais pas automatique cette fois. On va parler d'apprentissage d'une langue étrangère. Antibiotique, c'est pas automatique. C'est pas automatique, exactement. Bientôt l'ultrason. Je crois que ça existe déjà. Ça existe déjà. Ouais, je crois aussi, ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça, mais tellement intelligent et pas si complexe que ça en fait. C'est une boîte, en fait c'est un groupement de 2 chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Ils souhaitaient développer un logiciel pour apprendre une langue, en fait, une langue étrangère. Ils ont souhaité le faire sur plusieurs langues. Ils se sont dit, mais comment faire travailler ce logiciel-là, donc en apprentissage automatique pour le coup, avec quelle source de données? On a beaucoup besoin d'énormément de données. Mais ils se sont dit, meilleure source de données qu'on ait, avec un plus gros catalogue avec des langues dans tous les sens, c'est Netflix, évidemment. Et donc ils ont utilisé des vidéos Netflix et les sous-titres intégrés pour faire travailler leur algorithme. Et du coup ils se sont dit, mais en fait c'est con de faire ça que pour la machine, on pourrait proposer une plateforme pour apprendre aux gens à parler des langues étrangères grâce à ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une interface, une extension pour Chrome, qui permet en fait de visionner une vidéo Netflix avec 2 sous-titres affichés en même temps. Tu choisis toujours ta langue, donc le flux audio, et tu choisis les 2 flux de sous-titres que tu veux voir apparaître, qui permettent d'afficher du coup la première langue et la deuxième langue. Donc ta langue maternelle par exemple, et la langue étrangère que tu aimerais apprendre. Et donc les 2 flux sous-titres vont partager en même temps. Le ouzbek par exemple. Voilà, exactement. Je sais pas s'il y est sur Netflix. Il doit y avoir beaucoup de trucs sous-titrés en ouzbek sur Netflix. En plus de ça, ils ont rajouté le contrôle de la vitesse, donc tu vas pouvoir réduire en fait la vitesse audio, donc jusqu'à, il commence par défaut à x0,8, donc 80%, donc 20% de moins que la vitesse normale, qui va te permettre de mieux en fait lire et écouter la langue étrangère. Et en plus, ils ont travaillé sur les phrases, donc ils font en surbrillance en fait les mots les plus importants, donc sur les 2 sous-titres. Par exemple, les mots un peu plus compliqués ou les mots qui portent le plus de sens de la phrase en fait vont être mis en valeur par rapport au reste. Alors je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ça c'est l'extension Chrome. Oh, on voit pas beaucoup du coup. Je vais montrer plutôt celle-là. Voilà, donc là on voit l'interface. Donc il y a la vidéo derrière et en bas donc il y a le bandeau avec les sous-titres et il y a toute l'interface en fait de paramétrage. Et en plus de ça, en fait, tu vas pouvoir cliquer dans le texte, mettre en pause quand tu veux et cliquer dans le texte un petit peu à la manière du X-Ray de Amazon Prime, et pour aller chercher une définition plus détaillée dans des mots en fait du sous-titre de la langue que tu cherches à apprendre. C'est plutôt bien fait leur truc. Donc là tu as une petite pop-up qui apparaît avec la définition du dictionnaire en fait dans la langue. Voilà. Donc ça c'est excellent, et ils ont dit qu'en fait ils sont même allés jusqu'au bout du sujet, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé le catalogue pour apprendre le suédois, exactement. J'ai pris le catalogue Ikea. Qui est con. Et ils ont été jusqu'à travailler en fait la mise en avant du catalogue Netflix. Donc ils se sont dit, quitte à aller jusqu'au bout du sujet, on va proposer directement donc sur leur site web. Ils ont un site web qui s'appelle j'oublie le nom, qui s'appelle Learn Language with Netflix, je crois, c'est un truc comme ça. Learning Language with Netflix, ouais. Tu cherches ça en fait et tu auras directement un site web. Language Learning with Netflix, merci, c'est ce qui est marqué là-haut, exactement. Donc ils ont le site là-dessus. Et il y a un catalogue en fait sur lequel tu vas pouvoir choisir la langue que tu souhaites apprendre et ta langue d'origine en fait. Et ton pays dans lequel tu es pour avoir la région Netflix en fait, pour savoir quels sont les contenus auxquels tu as accès. Oui, parce que forcément, si tu veux apprendre le coréen, mais il n'y a pas grand-chose en coréen en Europe sur Netflix, tu vois. Mince, j'ai oublié le nom.com, merci Deniger, c'est exactement ça le site. Voilà. Non, il est marqué là-haut, hein. Language Learning with Netflix.com. Et Google est ton ami, hein, c'est bon. Et du coup, tu vas avoir le catalogue qui va être sélectionné, le catalogue Netflix,
exprès pour la langue que tu souhaites apprendre dans la région dans laquelle tu es. Voilà. Donc là, tu vois, je prends le japonais, il va me dire, voilà, tu as plein d'animes à regarder pour dire, voilà, ça sera la meilleure vidéo qui va te permettre d'apprendre le japonais, sachant que là-dessus, ils ont noté le contenu vidéo, mais aussi la qualité des sous-titres qui ont été produits. Puisque tous les sous-titres ne sont pas égaux sur les catalogues Netflix. C'est pas tout fait par les Dubbing Brothers. Voilà, exactement. Et donc du coup, forcément, ils ont fait une classification, donc un scoring sur les meilleurs sous-titres là-dessus. C'est plutôt génial. Donc ça va permettre de... Et en plus, c'est gratuit. Oui, l'extension est gratuite, dès lors que tu as un compte Netflix, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est un bon moyen d'apprendre des langues étrangères, voilà. Et moi, je me rappelle que... Alors, pour travailler son anglais, les séries, c'est le top. Ouais. Et moi, je me rappelle, alors coucou Charlie, on avait fait ça quand on était à l'école, c'était Friends, on avait travaillé notre anglais avec Friends à l'époque, ça avait été, on s'était fait les marathons dans toutes les séries, tous les épisodes, toutes les saisons de Friends, et ça avait plutôt bien marché en fait. Après tu peux plus l'écouter en français par contre. Ah non, après tu peux plus quoi. C'est fini, les voix françaises tu peux plus les blairer, après c'est terrible. C'est exactement ça, et encore... Merci Minotaur d'avoir mis le lien. Merci pour le lien dans la chatroom, c'est exactement ça. Et oui, c'est un très bon moyen d'apprendre les langues étrangères, mais du coup, forcément, avec ça, c'est encore plus abordable, puisque je sais que c'est toujours un frein, tu vois, d'aller écouter une série en VO ou même les sous-titres en anglais pour certains. Mais là, en fait, tu peux franchir une étape d'après en disant, je peux aller chercher des personnes qui ont déjà moins de connaissances dans cette langue-là, en ayant le sous-titre dans leur langue naturelle. Ah, le stream est resté en stream PUBG sur Twitch. Ah merde. A oublié de le changer sur le dash. C'est censé se faire tout seul. C'est automatique tout ça normalement. C'est automatisé. Mais ça c'est Nelly Girl qui a pas fait son boulot, hein. Bon, de toute façon, on a bientôt fini, on va pas le changer maintenant. C'est pas grave, on le fera après dans le replay. Voilà. Et du coup, il nous reste plus qu'une chose. Dernière news, la grosse news. La grosse news. Le gros sujet. Le gros sujet, enfin la grosse imprimante. Donc on va parler de la BCN 3D Sigma R19. Turbo, c'est soupape. Ouais, c'est ça. Alors avant il y avait la R17 en fait, qui était sortie il y a 2 ans je crois. Il y avait quelques soucis sur la R17. Donc ils ont fait une mise à jour de la R17 avec un kit d'upgrade et ils ont sorti officiellement donc, du coup la R19. Du coup, avant de commencer, je dis merci à Marc de chez BCN 3D qui m'a envoyé pour Révolution 3D et Bits l'imprimante, et à Claire de Makershop aussi, parce que voilà, c'est eux qui m'ont mis en contact avec la société et c'est très sympa. Donc c'est une imprimante, vas-y switch de caméra, toc, on va pas voir nos têtes. Donc comme vous le voyez, elle a 2 têtes d'impression, hein, je vous montre là, 1 et 2 ici, hein, voilà, ça fait un peu de bruit là. Ah ouais, les courroies sont tendues. Voilà, et donc vous pouvez mettre directement les bobines à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu mastoc, parce que effectivement, voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins on n'a pas des rouleurs de bobines à mettre à côté, qu'on ne sait pas trop où ranger, etc. Là, vous avez les tout dérouleurs, intégré, ouais. Tout intégré. Mais le châssis est costaud en plus, hein, c'est. Ouais. Donc, elle a un écran tactile. La surface d'impression, c'est du 21-29/7. Donc c'est rigolo. Je sais pas, enfin ils ont fait ça. C'est du A4 avec 21 cm en hauteur. Donc c'est quand même plutôt raisonnable. Voilà, vous avez un plateau en verre trempé. Je vous montre là. Que vous pouvez donc qui est totalement amovible. Hein. Il est aimanté en fait. Donc il y a 3 néodymes qui viennent le maintenir en place après. Voilà, un écran tactile où vous pouvez faire pas mal de fonctions, et contrairement à beaucoup d'imprimantes, en fait, il y a des fonctions très utiles, comme un wizard pour déboucher ta buse, un système de calibration totalement guidé, donc qui est vraiment bien foutu. Donc voilà, ça c'est très sympa. Au niveau tête d'impression, là où elle se différencie un peu de la concurrence, c'est que non seulement, alors comme vous voyez là, le petit gecko, il est imprimé en bicouleur. Ah, c'est con, par contre, on va pas pouvoir le zoomer du coup, mais pour leur montrer un peu plus. On se lève directement en live. Tu te lèves. Allez Maryse, montre-nous le gecko, Maryse. Hop, le gecko. Voilà. Voilà, donc il est absolument magnifique. La qualité d'impression, elle est juste bluffante sur cette imprimante. On va vous montrer d'autres pièces après hein, que j'ai imprimées. Là où elle se différencie avec les 2 têtes, en fait, c'est que les 2 têtes, elles sont capables de fonctionner en même temps dans 2 modes différents. Donc, soit vous faites du mode miroir, donc elle imprime la pièce en mode mirroring, donc à l'inverse de la première. Soit vous pouvez vous mettre en mode duplication, et donc là, vous avez les 2 têtes qui impriment en même temps la même pièce. Génial. Voire 2 ou 3 fois la même pièce, quoi.
Donc dans ces cas-là, en fait, ils divisent le plateau en deux. Et vous pouvez mettre et donc vous avez une partie du plateau dédiée à la première tête et l'autre partie à la deuxième. Oui, sans conflit entre les deux. Ça fait du miroir parce que même si elles sont libres sur un axe, les deux axes en fait elles sont ensemble. Tu peux pas imprimer deux trucs en même temps. Non, tu peux pas imprimer deux trucs différents en même temps. Ouais. Voilà. Mais par contre, tu peux faire du mirroring ou de la duplication. Voilà. Et ça, c'est la seule imprimante qui le fait aujourd'hui. Au niveau des extrudeurs aussi, il a été fait en partenariat avec Bondtech. Donc là, si tu montres un petit peu le système d'extrusion, en fait, le filament passe dans deux engrenages. Voilà. Donc il est pris des deux côtés, ce qui fait qu'il est pris des deux côtés. En fait. Il va pas être bouffé plus d'un côté que l'autre. Exactement. Il va être enfoncé bien droit. Et ce qui donne, alors, on a tous entendu claquer un extrudeur parce qu'on avait un offset trop bas. Je vous explique pas. Je l'ai fait une fois. Je vous explique même pas le boucan que ça fait parce que les extrudeurs là, ils ont un couple. Ah mais là ils arrachent le filament, je pense. Mais c'est un truc de malade. Et en fait, ouais, ton filament est complètement creusé, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont bouffe. Ah ouais, mais ils ont un couple terrible. Donc clairement, ils sont vraiment top. Les extrudeurs sont vraiment au top. La machine se règle aux petits oignons et même fait les incrustes, assez facilement. Ouais, j'avais fait les incrustes. Donc ça c'est le miroir. C'est le mode miroir. Non, ça c'est le mode duplication. Le mode duplication, pardon. Donc là, elles avancent dans le même sens en fait, les deux têtes. Et là, c'est le mode miroir où là, elles avancent à l'opposé sur l'axe horizontal. Une imprimante Delta à double tête, ça va être compliqué là. Imprime en bas et en haut. Voilà. Et là, donc après, là, vous avez le mode miroir. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Qualité d'impression, on descend jusqu'à 50 microns. Alors, je l'ai pas fait. Hein. Là, c'est pas mal ça. Tel que vous voyez, c'est du 150 là. 150 il y a imprimante qui fait du 150 et imprimante qui fait du 150. Hein, oui, c'est ça. On est d'accord. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que juste retenir ce chiffre-là, ça fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a la qualité du. Le Groot, tu sais combien c'est? Du 200? Du 300? Ouais. La vache! Ah non, c'est impressionnant. C'est-à-dire que oui, on se fie toujours à ce niveau de qualité-là d'impression, mais en fait, effectivement, comme tu dis, d'une imprimante à l'autre, ça n'a pas du tout le même rendu. En fait, en fonction de la précision de l'imprimante, ouais. en fonction, bon, aussi des réglages que vous avez mis dans le slicer. Donc là, en fait, moi, ils m'ont envoyé du filament BCN 3D et ça, le Groot, c'est du Color Fab bois, donc 30% de bois, 70% de PLA. Ils ont fait pas mal de réglages dans Cura pour les matériaux. T'as des profils déjà. Ouais. Donc tu as des profils. Donc tu mets PLA noir BCN 3D. Hop, et tu vois tes paramètres changer. Ils ont vraiment travaillé pour le noir qui est pas à la même température, qui a pas la même rétraction que le rouge, etc., etc. Donc les mecs ils ont fait ça hyper finement. Je vous ai pas mis de photos d'incruste, hein, mais donc c'est une version de Cura. Mais c'est une des toutes dernières. Donc c'est une des toutes dernières versions de Cura qui est adaptée à l'imprimante et à la double tête. Et c'est dans Cura en fait que vous allez choisir de faire du mirroring ou du duplicate. D'accord. Voilà, en plaçant vos trucs sur le plateau. On peut pas mettre une pièce et dire je veux la dupliquer directement depuis l'imprimante. En fait. D'accord. Hein. Mais après, elle génère le Cura va générer le G-code qui va bien pour la duplication et le mirroring. Propre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais mis quoi là? Hop. Le filament, ouais, c'est du 2,85. Alors c'est pas le filament le plus courant. Ah oui, c'est comme c'est du gros filament. Pourquoi? Pour pallier aussi avec le couple des Bondtech. Ça va avec évidemment. Ouais. Du coup l'extrudeur est plus costaud pour tirer plus de. L'extrudeur est plus costaud. Par contre c'est pareil, le fil se charge automatiquement, donc vous le poussez un petit peu, il vient le chercher. Puis tout est nickel. Ça imprime absolument tout. ABS, PLA, PETG, nylon, TPU et filament à particules, carbone. Sérieux? Purée? Ah ouais, ça imprime absolument tout. Le plateau il peut chauffer jusqu'à 100, 110, 120 degrés peut-être même. Je suis pas allé au-dessus de 60 moi, mais voilà. Ça accroche, un coup de lac ça accroche, mais j'ai encore la cicatrice là, mais voilà. Ton pouce aussi a accroché dessus. Mon pouce a accroché dessus, hein, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir. Donc voilà. Je lui ai trouvé quand même un défaut. Marc, do you hear me? Un seul défaut. Il n'y a pas de reprise après coupure de courant. Ah. Alors ça, je l'ai sur ma CR10S à 400 balles. On n'a pas encore parlé du prix de l'imprimante parce que elle pique un peu, mais en même temps, elle les vaut largement.
Voilà, il n'y a pas de reprise après. Et j'ai eu une coupure de courant. Ah, pendant que j'imprimais Bobby Groot. Ah merde. Ouais. Et là, c'était pendant une jambe. Et là, j'étais un petit peu dégoûté. Combien de temps d'impression là pour le Groot? Ouais, je sais pas combien, il y a une quinzaine d'heures peut-être en tout. En tout, ouais. Ouais. Parce que le socle, mine de rien, il est assez gros. Et rien que le socle, ça prend du temps. Ah, il y a de la matière quand même. Mais tu vois, le socle, c'est du 200 ou du 300 microns, je crois. Je me suis pas fait chier. Non, c'est du 200, je crois. Et il est propre quand même. Il est super propre. Donc voilà, je vous ai amené d'autres pièces. Alors attends, je vais aller le montrer à la caméra. Ça, c'est le jeton. Attends, je vais y aller. Parce que comme ça, tu restes dans le micro pour parler. Donc ça, c'est le jeton que j'ai fait. J'ai fait un tuto d'ailleurs de modélisation du jeton. Mais c'est pour vous montrer. Ouais, t'es sur la face, sur le miroir là. Ouais. C'est pour vous voyez la finesse du logo Révolution 3D. Hein. Je vois pas les couches, hein. Je suis à fond. Tu vois rien du tout quoi. Donc ça c'est la couche qui. Là tu les vois bien dessus. C'est la couche qui est sur le miroir là. Hein. Donc c'est la première couche. Et là tu vois le chemin de la tête en fait. Il faut savoir qu'au doigt c'est tout lisse. Enfin, c'est tout. Mais normal parce que là t'es sur la partie qui s'est imprimée sur le verre. Mais du coup c'est brillant et tout. Et du coup j'étais en train de travailler sur le même mais qui se clipse pour pouvoir imprimer chaque face sur le verre et pouvoir venir l'assembler après. Parce que c'est franchement génial. Après, tiens, si tu veux continuer à faire Maryse, ça c'est ma tour de test. Alors je l'ai un petit peu abîmé pendant le transport, sur le haut. Mais ça c'est ma tour de test. Donc ça c'est un torture test pour les imprimantes 3D. Donc clairement c'est la plus jolie que j'ai imprimée. Même sur l'Ultimaker 3 que j'ai testé l'année dernière. J'avais pas d'aussi bons résultats. Enfin là elle est quasi parfaite. C'est juste impressionnant. L'Ultimaker, il n'y a que la pointe qu'elle avait fait un petit peu meilleure sur la fin. Donc, ce qui veut dire qu'elle a une ventilation légèrement meilleure. Mais là, celle-là, elle est quasi parfaite. Les bridges sont quasi parfaits. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc ça, c'est top. Et puis après, si tu veux montrer le Groot d'un petit peu plus près. Donc là, après, c'est le jeu s'appelle Groot, qui est absolument magnifique. Imprimé en 300 microns, hein, donc autant vous dire que là c'est qualité brouillon, 60 mm par seconde, donc j'y suis pas allé de main morte. Donc là tu as des petits défauts parce que j'ai imprimé sans support. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là clairement ça nécessite des supports. Donc ça c'est un Groot que j'ai récupéré sur Gamebody. Donc c'est des modèles payants mais qui sont pas si chers que ça et qui sont quand même absolument super bien fait et prêt à l'impression 3D en fait, hein, parce que vous avez même tout un système pour clipser les jambes, etc. Je les ai collés en plus, mais il y a un système de petits clips et tout, donc c'est vraiment hyper bien fait. Voilà. Et clairement, j'ai testé, j'en suis quand même à pas mal d'imprimantes de tester. Il y en a, je les renvoie, bon, j'ai une larmichette. Celle-là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Si je pouvais ne garder qu'une imprimante pour l'instant, clairement, ça serait celle-là. C'est ton imprimante de cœur, du coup, c'est celle que tu retiens. Mais clairement. Alors, mais tu nous as toujours pas dit le prix? Je dirais peut-être ça la prochaine, 2970 €. Et voilà. Voilà. Donc oui, si vous voulez faire de l'impression de qualité sans vous prendre trop la tête, on n'est pas. Et si vous avez le budget. Voilà, on n'est pas sur de l'imprimante de maker classique, on va dire quoi. On est sur du semi-pro quasiment. Enfin, semi-pro, pro. Mais clairement, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ça imprime le PVA aussi, donc le filament soluble. Donc là, je vous ai rien amené, mais du coup, avec Cura, vous activez les supports, et il y a une petite option à activer en plus. À chaque fois, j'oublie le nom, mais je vous la retrouverai, qui permet en fait de densifier les supports juste avant que ça vienne imprimer. Comme c'est du PVA, en fait, ça va faire les supports, tu sais, ça fait toujours des zigzags comme ça. Et là, en fait, au bout des zigzags, ça te fait des couches pleines pour que ta pièce elle vienne reposer. S'appuyer sur les couches pleines. Puisque elles vont fondre. Si tu fais ça avec un support non soluble, tu peux pas l'enlever. Tu vas arracher le truc, ça va être pourri. Mais là, comme c'est du soluble, ça vient densifier le support juste sur les quelques dernières couches. Plus épais, ce qui fait que c'est tout lisse quand tu le fais fondre. Et ce qui fait qu'après, quand tu le fais fondre, tu as une pièce qui est quasiment parfaite. Là, pour le coup, tu as une vraie utilité au fait d'avoir les deux têtes, en fait. Ah ouais. Puisque du coup, tu imprimes à la fois avec ton filament classique et ton filament soluble à côté. Oui, puis alors l'avantage d'avoir les deux têtes aussi comme ça, c'est que le PVA, tu vas pas forcément l'imprimer. Imagine, tu fais un mix PVA-ABS. Ton PVA, tu vas le chauffer à 185. Ah oui.
alors que ton ABS, tu vas le chauffer à 200, 210, voire plus. Et du coup, sur une imprimante monotête, mais bicolore, il va falloir que tu attendes en plus les séquences de refroidissement de la tête et de chauffe de la tête. Donc voilà. Donc là, très clairement, moi j'adore cette imprimante. Donc BCN 3D, j'ai pas dit, mais c'est une société espagnole. Voilà, ils sont basés à Barcelone. Et voilà. Et donc, je suis très content d'avoir pu la tester. Alors, ils ont une version encore plus grande, qui est la Sigmax. Qui porte bien son nom. Ouais. C'est du A3 du coup. Et qui, elle est plus large. En profondeur, tu as toujours 29,7, je crois. Mais c'est les 21 qui bougent, ça passe à une trentaine. Voilà. Et là, on commence à avoir un volume. Voilà. Vous pensez quoi des 3D volumiques? C'est pas mal volumique, je m'en... Alors, j'étais pour parler avec eux pour en tester une. Ils ont été complètement débordés. Faut que je les relance, mais ils m'avaient promis que je pourrais en tester une. Donc, prochainement, je pense que si tu me suis sur Révolution 3D et ici, on en parlera très certainement. Voilà, donc là, c'est pas le test complet. Hein, je vous donne mes impressions. Je l'ai depuis un bon mois et demi, donc j'ai quand même testé pas mal de choses. Ouais. Et voilà. Et c'est cool. Donc vous retrouverez le test complet sur ma chaîne YouTube. La promo Révolution 3D, du coup. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Bon, une belle bestiole. Ok. Ouais, très belle bestiole. Merci. Alors, oui, je voulais remercier. Il y a eu plusieurs personnes là qui ont fait plein de choses. Je les ai pas tous gardés. On va remercier Skateelefatos pour le follow. Et puis l'autre que j'ai perdu juste avant, qui est Fredodo, qui a suivi la chaîne également. Et Zan, voilà, c'est ça, ZanFR, pour son resub. Merci. Merci à vous. Du coup, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe dans le bon sens pour une fois. Oui. Moi, je suis à peu près là. Voilà. Chris Kamikaze juste en dessous, Stéphane. T'es juste là, devant moi. LB Stéphane sur Twitter. Allez-y, posez-nous une question, il n'y a pas de souci. Pour nous soutenir, si vous souhaitez nous aider à continuer à faire des émissions comme celle-ci et encore plus, ça se passe sur Tipeee, tipeee.com/stdrenegade, sachant que il y a plusieurs paliers, dont des paliers qui vont permettre de rejoindre la magnifique communauté du Slack, qui est sur Slack, où vous pouvez interagir avec nous plus facilement, plus directement, avoir plus d'infos en direct. Vous envoyer des NP même, carrément. Directement, voilà. On est là, on réagit, on parle avec vous. Il y a même un salon VIP en fait pour un certain palier où tu as accès à des trucs en exclu dessus, des émissions qui sortent d'abord dans ce channel là sur Slack. Il y a des exclusivités. Pour avoir tout le reste, tout ce qu'on fait ici à Studio Renegade, ça se passe sur studiorenegade.fr. Vous avez notamment l'agenda avec les prochaines émissions, les prochains streams de jeux, etc. Allez-y. En ce moment, on a une opération Objectif 500, qui est une opération sur Twitch, dont l'objectif est pour nous d'obtenir un minimum 500 points de sub. Alors c'est un peu compliqué à calculer, mais pendant au moins 2 mois, pour nous permettre de renégocier un contrat avec Twitch, et du coup... du 50-50, c'est ça? Et du 70-30. Ah, c'est 70-30. Ouais, pour avoir du coup un meilleur rendement par rapport à ce que vous nous donnez par Twitch pour nous soutenir. Sachant que on a dépassé cet objectif-là, mais il faut maintenant le maintenir. Il faut qu'on le tienne pendant 60 jours. Donc il ne faut pas hésiter à continuer ça. On est à combien là? T'as une idée? 580, je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Ouais. On est 570 ou sachant 80. Que là, dans la semaine prochaine, on devrait avoir une grosse baisse parce qu'il y a la période des resubs. Donc voilà, il faut pas qu'on baisse de trop. Donc aidez-nous à nous maintenir au-dessus des 500. Exactement. Please. Et dernière communication à faire, il y avait, ça fait plusieurs fois qu'on fait gagner des Amazon Echo, des Echo Dot 3 plus précisément, puisque Amazon les distribue actuellement, des Bernadette, exactement. Des Bernadette mini. Des Bernadette sans écran, mais des Bernadette qui ont du bon son malgré tout. Et il y avait un concours dernièrement sur Twitter, donc un follow plus RT à l'ancienne sur Twitter, et le tirage au sort a été fait par notre magnifique community manager et le vainqueur. Et tada, s'affiche ici sur vos écrans, Viviane. Voilà, Viviane Roure qui a gagné ce magnifique Echo Dot 3. Donc tu vas être contacté, je pense, par Twitter si tu ne regardes pas. Sache que tu as gagné ce Echo Dot 3. Voilà, tu vas pouvoir installer dessus la fameuse skill, puisqu'on a une skill, oui, une skill Studio Renegade. On n'a pas de Bernadette là. Qui va te permettre de savoir quel est le prochain stream. Mais si, le prochain stream de Valgarde qui était il y a 10 minutes. Demande à Studio Renegade quand est le prochain stream. Quand? Bah oui. Comme N'Golo, Kanté. Elle a décédé, bon. Elle est décédée. C'est pas grave. Quand est le prochain stream? J'ai pas fait la seule. Il a même pas réagi. Bon, tant pis. Mais sachez que vous pouvez lui demander ça.
Merci à vous d'être si présents sur ce stream-là. Pour ceux qui sont en live, restez ici. Il y a un stream de jeu qui s'enchaîne juste derrière. Je crois qu'il y a un PUBG qui va démarrer par c'est du PUBG. Valgoire d'Heureux. J'ai bien dit. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.